Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. Cette émission est dédiée à toutes les victimes des attentats dans le monde. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Vincent Lejeux de l'Express et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. La conférence des parties sur le climat trouvait un accord qui contraigne les pays pollueurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir le taux de réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés. C'est l'objectif du sommet qui s'ouvre à Paris le 30 novembre. Du fait de leur faible taux d'industrialisation, les pays africains ne contribuent pas au réchauffement de la planète, mais en subissent les conséquences. Pour eux désormais, il s'agira de concilier développement et protection de la nature. Le pari n'est pas gagné. Les stratégies de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, Vogoum, Bamako, Tunis, Niamey, N'Djamena, Lagos, Fotokol, la liste des villes africaines ayant connu des attentats ces dernières heures et dernières semaines est longue, affiliées ou pas à l'État islamique. Les actions des organisations terroristes imposent aux États une réorganisation de leur système de sécurité et de défense. À quelques heures de l'ouverture du sommet de Paris sur le climat, l'Afrique semble avoir adopté une position commune visant à convaincre les pays du Nord, les pollueurs, à respecter les engagements pris au sommet de Copenhague en 2009. Mais en attendant, sécheresse, inondations et montée des eaux sont le lot de nombreux pays. Les effets du changement climatique, le reportage de Christian Eboulé, de TV5 Monde. Inondation meurtrière l'été dernier à Ménaka, dans le nord-est du Mali, une région semi-désertique de l'ouest africain, mais aussi des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, notamment dans la Corne de l'Afrique, avec de nombreux déplacements de population. Des phénomènes extrêmes qui pourraient être la conséquence du réchauffement climatique. Pour le continent africain, le prochain sommet sur le climat à Paris sera donc crucial. Nous avons pour ambition de discuter sur les sujets importants de la conservation de la biodiversité en Afrique, de la conservation de la nature, mais surtout aussi trouver des solutions pour les gaz à effet de serre qui aujourd'hui affectent l'Afrique et nous ne sommes pas les plus grands producteurs. Nous subissons de plein fouet les changements climatiques. Le Centre africain pour la politique en matière de climat l'affirme, au cours des 50 à 100 dernières années, les températures de surface ont augmenté d'au moins 0,5 degrés sur l'ensemble du continent. Les effets des changements climatiques sur les écosystèmes terrestres. Les écosystèmes terrestres, donc au niveau du sol, cette élévation de la température là, se traduit aussi par une aridité des sols qui perdent donc toute leur valeur nutritive et leur possibilité en tout cas de servir de base pour la production agricole. Autres effets du changement climatique, la raréfaction des ressources en eau ainsi que l'érosion côtière due à l'élévation du niveau de la mer. Tous ces changements climatiques ont un impact considérable sur la croissance économique en Afrique, les efforts de réduction de la pauvreté, la durée des saisons ou encore les rendements agricoles. Hassan Diop, on se souvient de la célèbre phrase de Jacques Chirac, prononcée au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. L'urgence, depuis ces dernières années, n'a pas semblé être prise en compte. Effectivement, l'urgence ne semble pas avoir été prise en compte. Vous l'avez rappelé, si on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que si on dépasse ce fameux seuil des 2 degrés, eh bien, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, on observe aujourd'hui, par exemple, ces mouvements de migration dus à des guerres. Là, ce sera vraiment des mouvements de migration, d'ailleurs, qui ont commencé, liés au changement climatique. Vous savez qu'en Afrique, il y a pas mal de zones désertiques. Il y a le Sahara, il y a le Sahel, où ça avance à grands pas. Il y a aussi en Afrique australe et en Afrique orientale, comme ça a été dit dans le sujet. Et puis, il y a la montée des eaux. Beaucoup d'endroits, comme les îles du Cap-Vert, seraient submergés si ce seuil de 2 degrés était dépassé. Alors, l'enjeu, effectivement, n'est pas seulement pour la survie de l'Afrique, mais pour la survie de la planète entière. Et l'intérêt de la COP 21, c'est que cette COP 21, c'est un accord contraignant. Ce COP 21, l'accord qui devrait sortir de Paris, va remplacer l'accord de Kyoto, qui est en marche en principe depuis le 2005. À la différence que les principaux pollueurs, on l'a dit, l'Afrique finalement subit la pollution des autres, mais cette pollution c'est sans frontières, c'est que cette fois-ci, les États-Unis, les principaux pollueurs,
à travers Barack Obama, vont signer en principe cet accord. Mais encore faut-il que le Congrès et que les élus américains acceptent de valider cet accord. Tout ça pour dire qu'effectivement, malheureusement, les dirigeants politiques ne sont pas les seuls acteurs finalement de ce changement de comportement en matière de réchauffement climatique, mais ce sont aussi les élus, mais ce sont les individus, la ce société sont aussi, civile, notamment. voilà, la société civile, les organisations, etc. Donc c'est un combat de longue haleine. Vincent Jeu, à Copenhague, en 2009, il avait été décidé la création d'un fonds vert, Oui. doté de 100 milliards de dollars pour d'ici à l'horizon 2020. Très peu de sommes ont été versées sur ce fonds. On parle de 10 milliards aujourd'hui. Des pays comme les États-Unis n'ont toujours pas apporté leur contribution. La Chine a refusé d'y contribuer. Alors, comment accompagner le développement, notamment des pays qui sont victimes de ce réchauffement climatique ? Le nerf de la guerre est aussi celui de la lutte contre le réchauffement climatique. On s'aperçoit très vite qu'au-delà des bonnes volontés, au-delà des affichages, on se heurte très souvent à l'écueil du financement. Et notamment parce que le financement apparaît aux yeux de certains acteurs prioritaires comme quasiment à fond perdu. Il s'agit maintenant d'une sorte de transfert mental de l'acte de charité à l'investissement productif pour tous. Si vous voulez, il y a un organisme qui s'appelle le Fonds de l'écologie politique, la Fondation d'écologie politique, qui a récemment mis en ligne sur son site un document intitulé COP21 réparer l'injustice climatique, où on trouve notamment les contributions de 6 militants ou experts de l'environnement africains. C'est d'une lecture extrêmement utile, notamment parce qu'on s'aperçoit, à propos d'injustice, que, on l'a dit en préambule, l'Afrique pèse grosso modo de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre planétaires, comparé aux 25% de la Chine et aux 15% des États-Unis. Et en subit donc, on l'a suffisamment souligné, les effets. Donc, il faut vraiment sortir d'une logique, je dirais, de nature caritative et bienfaitrice à une logique, je dirais, presque d'économie active. Parce que le potentiel en la matière du continent, il est connu. Énergie hydroélectrique, énergie éolienne, biomasse, tout ce qu'on voudra, tout est là. Solaire, bien entendu, ça va de soi. Mais, encore une fois, le potentiel est là, mais l'idée que l'investissement est productif pour tous n'a pas encore percolé dans tous les esprits. Magouar Kemayou, comment justement l'Afrique est en phase de pré-industrialisation, peut-elle concilier son développement, qui a pris un certain retard, et la préservation de la nature, de l'environnement ? Ce qu'il faut en dire déjà, c'est que c'est une question d'argent, c'est une question de gros sous et qu'on n'est pas dans le caritatif. Vincent a raison de le relever parce que dans cette opération, ce que l'on fait, c'est pas aider l'Afrique à se développer, c'est aider la planète entière à rester émergente et surtout à ne pas sombrer dans le réchauffement. Et là, il y a comment ils appellent cela encore ? Il y a une ingénierie financière qui est mise en place et qui permet de récolter des sous pour cela. Que l'on soit en Afrique ou ailleurs, cela est possible. Le bassin du Congo est aujourd'hui l'un des bassins qui permet d'aspirer le gros... C'est le deuxième poumon. C'est le deuxième poumon de la planète. Et donc, cela devrait permettre de le faire. Et les mécanismes qui sont mis en place sont tels que, quand je me souviens de ce que Trafigura en fait en Côte d'Ivoire, et cela, ce n'est que la partie visible de la pollution qui est faite par les pays industriels, c'est pas de la charité. On est en train de réparer simplement des choses qui ont été faites et qui n'auraient jamais dû se produire. Mais il faut, Assane Diop, désormais adopter les bons comportements. Absolument. Et il faut une formation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je crois que d'ailleurs, il y a une idée qui a été émise par François Hollande, donc, qui est l'hôte de cette COP21. Il a lancé l'idée selon laquelle il faut en arriver à constituer une sorte de Nations Unies de l'environnement. J'entends par là qu'il faut aujourd'hui, au-delà des moyens financiers, au-delà des comportements, il faut véritablement légiférer sur le plan international. Il faut un arsenal juridique pour que ce que l'on peut interdire dans des pays développés, dans des pays industrialisés, on puisse l'interdire aussi au Brésil. On voit au Brésil, il y a une coulée de boue rouge qui est survenue dans le Minas Gerais, dans cette région minière du pays, et c'est une mine qui était exploitée par l'un des plus grands groupes miniers anglo-australiens au monde. Ça fait un mois que ça dure et il a fallu que
le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, hier, tape du poing sur la table pour dire « ça suffit, dites-nous quelle est l'origine de cette catastrophe, que comptez-vous faire, quels sont les risques potentiels ?» Et les risques potentiels, c'est que la zone va être invivable pendant plusieurs décennies, comment polluer, l'eau n'est plus consommable, etc., etc. Mais il est certain que ce type de catastrophe, il y en a de moins en moins dans des pays développés, et il y en a tous les jours, malheureusement, dans nos pays, d'autant plus que nos pays, justement, aujourd'hui, vivent paradoxalement d'industries extractives. Et malheureusement, ces industries extractives produisent beaucoup de pollution. Vincent Hegeux. Nous avons évoqué l'enjeu financier, à juste titre. Mais il y a aussi un enjeu de nature éminemment politique. C'est-à-dire que l'exigence de transparence, notamment dans les marchés, qui sont passés avec des partenaires étrangers, est aujourd'hui vécue, je crois, assez intensément par les sociétés civiles africaines. Et elle est non seulement légitime, mais je crois impérieusement nécessaire, parce qu'elle oblige les gouvernants à rompre avec ces habitudes funestes qui consistaient parfois, sous le manteau, à passer des contrats qui fermaient les yeux sur le coût parfois prohibitif environnemental de certaines pratiques. Quand vous avez une société, qu'elle soit chinoise, européenne, américaine, tout ce qu'on voudra, qui déboule quelque part et à qui on laisse le droit de massacrer une forêt, d'éventrer un sol pour aller puiser les ressources, sans qu'elle ait de compte à rendre, c'est quelque chose qui a pu être, je dirais, jouable il y a encore 10, 15 ou 20 ans, qui, à mon sens, au regard de ce que les sociétés africaines sont en train de devenir sous nos yeux, est aujourd'hui insupportable et inacceptable. Dernier point sur cette question, sur la COP21, Lumaghlor Kemayou. L'enjeu pour le continent aussi, c'est la planification urbaine. 80% de la population vit en ville. Or, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, mais c'est à gérer, parce que c'est une question de prévision. Quand on est dans un pays et qu'on a la charge de gérer le quotidien, on n'a pas que le quotidien à gérer, on a également à gérer l'avenir. Et l'avenir, c'est de prévoir que si Douala, aujourd'hui, 4 millions d'habitants, il est possible qu'en 2025, cette population est doublée ou triplée. Et donc, par rapport à toutes ces prévisions, on fait des infrastructures qui vont accueillir toute cette population-là. Et je voudrais juste m'arrêter sur 2 éléments concrets. Prenez l'électrification, par exemple. On a aujourd'hui sur le continent africain un gros problème d'électrification. Mais avec les énergies nouvelles qu'on propose, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien ou n'importe lequel, prenez même juste pour les pays producteurs de pétrole, l'énergie qui est brûlée chaque fois qu'on extrait, le gaz qui est brûlé quand on extrait le pétrole. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas contraindre les compagnies qui le font à réutiliser cela dans le circuit pour l'électrification? C'est quelque chose qui est possible. Et malheureusement, sur le continent, c'est très peu exploité. Donc je pense qu'on devrait également en arriver à ces codes de bonne conduite là pour les grandes compagnies en matière d'investissement utile pour les populations. Comment on appelle ça ? Un conseil de sécurité de l'environnement, voilà. Et qu'on puisse recourir, disons, à une sorte de chapitre 7 quand véritablement il y a mise en danger d'une région. Qui sera le gendarme ? L'ONU, un peu une structure onusienne. Sécurité dans le Sahel, à présent, 18 morts et une centaine de blessés. C'est le bilan de l'attentat survenu à Vogoum, village nigérien, frontalier du Nigeria, une semaine après l'attentat de Bamako, qui a fait 20 victimes. En l'espace de 8 mois, c'est le second attentat perpétré dans la capitale malienne. Cette succession d'attentats pose la question de l'organisation de la sécurité dans nos États pour faire face à la menace terroriste. Retour sur le dispositif sécuritaire à Bamako, un reportage de Mévalo de TV5 Monde. Les forces maliennes et les casques bleus de la MINUSMA en patrouille conjointe. Jusqu'ici, on ne voyait ça que dans le nord du pays. Mais depuis l'attentat de l'hôtel Radisson Blu, la collaboration se fait aussi dans les rues de Bamako. Nous sommes là pour sécuriser la population et non pas les brutaliser. L'usage des armes et de la force obéit à des normes. Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. OK ? Contrôle d'identité, perquisition, arrestation. À Bamako, les habitants craignent que des djihadistes se cachent parmi la population et voient d'un bon œil la mise en place de ce dispositif. Je crois que ces mesures sont nécessaires et indispensables pour que au moins un minimum de contrôle et de sécurité puisse être assuré. Des hommes en civil sont aussi déployés dans toute la capitale. Leur mission est double, la sécurisation bien sûr, mais aussi la collecte d'informations, alors que l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les complices des 2 terroristes tués lors de l'assaut de l'hôtel Radisson Blu. Assane Diop, la réponse est-elle forcément sécuritaire ?
Oui, la réponse, une partie de la réponse est sécuritaire, forcément. Hein, Denise, il faut se protéger, il faut des collectes d'informations pour prévenir de mauvais coups, etc. Mais elle n'est pas que sécuritaire. Si l'on prend, par exemple, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction à cette émission, en recensant ces derniers jours le nombre d'attentats qu'il y a eu. Les derniers attentats, c'était Tunis, 13 morts, dont le kamikaze qui était un marchand ambulant. Et on revient avec un flashback à l'époque de Ben Ali, cette révolution qui a abouti à la chute de Ben Ali nous ramène à un marchand ambulant. Donc il y a d'autres types de réponses malheureusement à apporter. Il ne faut pas non plus, lorsqu'on dit qu'il y a d'autres réponses à apporter, dire qu'on est peut-être du côté des terroristes où on cherche à leur trouver une justification. Il est évident que le terroriste au profil belge des cités belges ou profil des cités françaises qui ont eu quand même plus de chances d'ascenseur social que les jeunes désœuvrés de Bamako ou de Tunis, évidemment, n'avaient sans doute pas les mêmes motivations pour agir. Donc, effectivement, je pense que ça va coûter cher de lutter contre le terrorisme. Et dans le coup, il faut intégrer d'autres types de dépenses, d'autres types d'opérations de prévention. Et ça passe par une sociabilisation, entre guillemets, de cette jeunesse qui, encore une fois, est à la disposition de tous ces mouvements terroristes qui jouent sur le désœuvrement de ces jeunes, comme encore une fois dans les enfants soldats, on le disait ici la semaine dernière, comme les enfants soldats sont à la merci de groupes armés, rébellions, etc., dans d'autres zones du continent. Luc Abayou, parce qu'on se rend compte que ces groupes prospèrent aussi en raison de la pauvreté, mais également de l'inégalité du développement qu'il y a entre les capitales et l'intérieur de la majorité des États. Oui, l'Afrique est aujourd'hui arrivée à un stade où elle n'est pas le seul vivier dans lequel viennent puiser les djihadistes. Cependant, l'État doit être réhabilité. Ce qui doit être dit, c'est ça déjà. Parce que souvent, ce qui arrive dans ce genre de situation, c'est qu'on a un trop-plein de jeunes qui sortent à la fois des universités, des écoles, des lycées, et qui se retrouvent malheureusement hors du système social parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils ne sont pas diplômés ou parce qu'ils sont trop diplômés et justement ne trouvent pas de travail et qui n'ont pour seul échappatoire que ce genre d'activités qui sont prohibées, mais malheureusement qui sont lucratives pour eux. Et donc, les réponses à apporter sont celles-là. Que l'État reprenne ces activités, qu'il arrive aujourd'hui à apporter à la jeunesse à la fois des éléments de rêve, des éléments d'accès à la société normaux, qui leur permettent de créer un foyer, de trouver un travail et de vivre par eux-mêmes sans avoir à vivre d'expédients comme le djihadisme et toutes les activités liées à ces pratiques-là. Vincent Léger, on a vu récemment que des initiatives avaient vu le jour, justement, pour faire face à ces menaces. Le G5 Sahel, notamment, qui se tenait au moment de l'attentat de Bamako, mais également le Forum de Dakar, tenu au début du mois. Mais on peine à voir les résultats pour l'instant. La vraie difficulté de l'exercice, me semble-t-il, c'est la disjonction des calendriers. Le temps du traitement de fond qu'évoquait Hassan à l'instant, traitement, je dirais, social, de nature préventive, n'est pas le temps de la sécurité immédiate. Et vous devez jouer en permanence sur les deux registres, c'est-à-dire l'extrême urgence et le long terme. Or, et on en revient évidemment à votre question, le terrorisme, quelle qu'en soit la nature, le djihadisme singulièrement, fait son miel de l'insigne faiblesse des structures étatiques. Quand on a un État central qui n'est pas capable, qui ne l'a jamais été dans certaines situations d'ailleurs, de déployer son administration jusqu'aux confins de son territoire, eh bien, vous offrez là une possibilité formidable à ceux qui ont la puissance de l'argent, des armes et de la propagande d'aller faire leur marché. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Mais la deuxième difficulté, qui est soulignée effectivement à chaque fois que vous avez un forum plein de bonnes intentions tels que ceux que vous venez d'évoquer, c'est que il y a encore des failles terribles en termes de partage de renseignements. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un credo, un discours. Alors on fait des sommets, on fait des conférences, mais dans la pratique, quand vous discutez sur le terrain avec les praticiens, africains ou pas, de ce renseignement, vous apercevez qu'il y a encore tellement d'arrière-pensées, qu'il y a encore tellement de contentieux anciens qui peuvent être historiques, territoriaux, personnels, qu'il y a une entrave qui n'a pas encore été surmontée. Et c'est vital. À l'échange de renseignements. Mais bien sûr, dans l'échange de renseignements. Et le renseignement humain aussi. La leçon de tout ça, c'est qu'on a évidemment magnifié
la splendeur du renseignement électronique. Alors certes, les Américains, les Français et d'autres peuvent fournir de l'imagerie satellitaire, ils peuvent fournir des écoutes téléphoniques, mais sur des questions de type djihadiste, si vous n'avez pas un renseignement humain fiable, vous pouvez avoir toutes les flottilles que vous voudrez dans le ciel de votre pays, ça ne suffira pas. Et un tout dernier point, sans jouer évidemment les prophètes de malheur, il faut avoir une conscience aiguë que personne n'est à l'abri, qu'aucune capitale de la région n'est à l'abri, et que des villes comme Dakar ou Abidjan, et je peux vous dire que leurs dirigeants en sont hautement conscients, eh bien, sont également des cibles potentielles. Donc là aussi, il y a urgence, et urgence à faire du long terme, c'est le paradoxe. Et comment Assane Diop structurait justement cette concertation régionale et continentale? Je crois que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de confiance. Vous l'avez dit, il y a ce fameux G5, donc groupe de pays du Sahel qui se sont constitués et qui viendraient s'ajouter à l'aide apportée déjà par la France à travers Barkhane, à l'aide que l'on annonce de la part de plusieurs pays européens, notamment de l'Allemagne, pour qui viendront en aide à la France. N'oublions pas que beaucoup de pays africains, à travers la mission de l'ONU, sont présents au Mali et donc dans la lutte donc contre le terrorisme au Sahel. On a vu aussi les pays concernés par Boko Haram s'unir. Ce n'est pas facile, Denise. Et cette difficulté n'est pas propre aux Africains. On l'a vu en France. Dans la lutte contre le groupe État islamique. Il y a la Turquie qui a son propre calendrier, si je puis dire, qui hiérarchise en fonction de ses intérêts. On voit la Russie, comme dit Poutine, qui a reçu un coup de poignard de la part de la Turquie, à tort ou à raison, etc. Donc c'est très difficile. Ce n'est pas propre à l'Afrique parce que, et Vincent a raison, parce qu'il y a des intérêts particuliers, parce qu'il y a des mésententes historiques, comme on a vu entre le Nigeria et le Cameroun, etc. Autant de difficultés. Mais je pense que par la force des choses et en même temps par la mobilisation, il faut aussi que la société civile joue son rôle. On voit les ONG s'empressent toujours de critiquer l'état d'urgence, de critiquer les excès des États, etc. Mais il faut aussi que maintenant les ONG, je dirais, se mêlent de la lutte contre le terrorisme. Il y a un dernier point qu'il faut relever. Louis Camaillon, on a parlé aussi beaucoup de la nature des armées africaines qui n'étaient pas préparées à ce genre de situation. Oui, c'est sûr que les armées africaines, comme les États africains, n'ont pas tant d'années d'expérience que cela. Ils n'ont pas fait toutes les guerres. Il faut aussi les défis sont nouveaux, les personnes doivent s'adapter à cela et malheureusement, ça prend un peu de temps. Ce que je voulais dire, c'est que par-dessus tout cela, il y a une nécessité aujourd'hui que le contrat de confiance entre les administrations et les populations ne soit pas rompu. Parce que si ce contrat est respecté, je pense qu'il y a déjà un élément de confiance qui peut faire que quand on a une situation compliquée, les populations elles-mêmes alertent les autorités et que cela permet d'éradiquer la difficulté. Parce que ne nous trompons pas, même dans le renseignement, même dans l'Europe qui aujourd'hui se bâtit à la fois sur les questions de migration, sur les questions de défense, sur les grands enjeux internationaux, tout ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Oui. Donc, au niveau de l'Afrique, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ça n'ira pas aussi vite que nous le souhaitons. Cependant, si la population déjà se sent suffisamment confiante vis-à-vis des autorités parce qu'elles les ont élues, parce qu'elles leur font confiance dans leur activité au quotidien, je pense que ça résout déjà au moins 80% du problème et que après toute la pyramide qu'on pourra bâtir auprès des partenaires, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la France ou n'importe quel autre partenaire, ça viendra en plus de cette confiance-là qui est indispensable. C'est la base du travail. Vincent, je voulais ajouter quelque chose. Très brièvement, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, vous avez un fléau qui n'est pas conceptuel, mais qui est très réel, qui est la corruption. Il y a quelques jours, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a révélé les grandes lignes d'un rapport d'enquête sur les effets de la corruption. Et on s'aperçoit que des milliards, je dis bien des milliards de dollars, ont été perdus à la faveur, si j'ose dire, de marchés tordus passés entre des généraux, des amiraux et des fournisseurs plus ou moins douteux. Donc, je veux dire, cette lutte contre la corruption, c'est aussi une lutte contre la duplicité. Parce qu'on l'a vu dans en quelque sorte le délitement de l'État malien, il y a eu des calculs de tel ou tel officier galonais qui a pactisé avec un chef djihadiste en espérant acheter la paix locale ou s'enrichir. Donc ça, ce sont des données qui sont extrêmement concrètes et qui doivent aussi revenir dans le champ des exigences des sociétés civiles dont nous parlons souvent dans ce studio. Assane Diop, quel lien entre Al-Mourabi Toun, le Front de libération du Massina et Boko Haram, parce qu'on dit que ce sont eux qui
qui gère justement ce grand Sahel. Oui, effectivement, l'attaque du Radisson le 20 novembre a été revendiquée tour à tour par deux mouvements. Donc d'abord par le mouvement El Mouraboutine, et puis l'autre mouvement, le Front de libération du Massina, ex-Empire. Et tout ça, bon, pour au fond une façon mais bon, c'est les mêmes types de groupes islamistes au fond. C'est une façon peut-être effectivement de dire voilà, nous sommes nombreux, nous partageons les mêmes aspirations autour de l'islam, et donc voilà, nous allons vous terroriser quel que soit l'endroit, et donc nous y parviendrons. Ce sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Hegeux de l'Express et à lui Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.